façon beaucoup plus large. Et donc, on est très content de ce format. Ce qui ne veut pas dire, et je tiens à le souligner, que nous supprimerons les rencontres physiques et les petits déjeuners physiques. Nous en referons et nous avons tout un programme très alléchant pour la rentrée que nous vous dévoilerons dans le courant de l'été. Ce matin, nous allons parler du sujet qui est apparemment le plus familier pour tous les gens, puisque c'est celui de l'argent, celui de la monnaie. Et a priori, nous en utilisons tous. C'est un peu difficile de ne pas en utiliser. C'est un peu comme l'éducation nationale. On a tous l'impression d'être des spécialistes de la monnaie puisqu'on l'utilise. Comme l'éducation nationale, on a tous l'impression, comme on y a été plus ou moins ou que nos enfants y sont, on a l'impression qu'on a plein de choses à dire sur la façon dont ça devrait fonctionner et la façon dont la bonne pédagogie devrait être faite. Mais la monnaie, c'est peut-être la chose la plus banale et pourtant la moins connue. Et nous avons sur ce thème depuis longtemps travaillé avec François-Xavier Oliveau, que je remercie d'être avec nous ce matin, qui a commis, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, il faut que vous alliez regarder plusieurs notes et rapports avec nous, notamment. Il a publié aussi pour des think tanks amis d'ailleurs, sur d'autres sujets qui sont pas complètement qui sont évidemment pas contradictoires, mais sur les sujets moins monétaires. Et donc avec nous, François-Xavier depuis longtemps nous a ouvert les portes de réflexion monétaire, pourrait dire un peu hétérodoxe, en tout cas à un moment donné où elles étaient plus hétérodoxes qu'elles ne le sont devenues paradoxalement aujourd'hui peut-être, puisque nous avons peut-être été en avance sur certaines spéculations. Des choses qui paraissaient plus extraordinaires autrefois quand elles ont été dites et qui aujourd'hui sont devenues un peu plus acceptables. Donc, on sera très intéressé, François-Xavier, par ton éclairage de l'actualité, pour que tu nous aides à comprendre et puis que tu fasses le lien avec ces questions qui sont aussi des questions qui intéressent énormément aujourd'hui, qui font beaucoup réfléchir. Les questions de la dette, évidemment de la dette particulièrement de la dette banque centrale maintenant, de la partie de la dette que la banque centrale a pu prendre. Que s'est-il passé? Quelles sont les conséquences possibles de ces décisions? Et évidemment, quelles sont les recommandations qu'on peut avoir? Vous pouvez poser les questions sur le chat, naturellement, et n'hésitez pas, on est là pour essayer de comprendre et pour discuter. Et j'en profite pour dire et souligner et rappeler que l'Institut Sapiens n'étant pas une secte, il n'y a pas ni un parti politique, il n'y a pas de position officielle de l'Institut sur les questions. Ce que disent les experts, les experts en sont les responsables et en sont les auteurs, donc c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres experts qui ne sont pas d'accord, je tiens à le dire. Et que ce que disent les experts à un moment donné, d'ailleurs, exprime le point de vue de l'Institut. C'est très simple, il n'y a pas de point de vue de l'Institut, car l'Institut, c'est juste une somme d'experts formidables qui ont chacun leurs responsabilités, d'ailleurs, et moi compris. Voilà, François-Xavier, parle-nous un petit peu de monnaie. Faut-il qu'on s'inquiète? Alors, écoute, je vais prendre un peu de temps pour répondre à la question. D'abord, merci beaucoup de ton invitation, Olivier, et merci à vous tous à l'Institut. J'ai préparé un petit support de présentation qu'on va parcourir ensemble. Et puis, je voudrais l'ouvrir aux questions assez vite parce je vais dérouler une sorte de raisonnement. Je vous laisserai ensuite réagir et interagir sur ce raisonnement. On va essayer de comprendre d'analyser un peu la dette telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est dans une perspective un peu historique. Et on va voir comment est-ce qu'on va régler la question de la dette et comment est-ce qu'on va rembourser la question de la dette. Dominique, je vais me demander de me donner la main sur le partage de l'écran. Bien sûr. Hop. Merci. C'est parti. Super. Voilà. Alors, vous devriez voir normalement l'écran s'afficher. C'est bon. Super. On va commencer par donner un peu de perspective sur la dette et donner quelques chiffres et quelques tendances, quelques évolutions. Ça, alors la dette, comme vous le savez, ça n'est pas une question que post-Covid, évidemment. Ça, c'est l'augmentation de la dette depuis 1970. Donc, on a en gros doublé la dette. Et c'est bien la dette en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la richesse. Aujourd'hui, le niveau mondial de la dette, alors c'est encore plus élevé maintenant, mais c'est environ 2,5 fois une année de production mondiale, contre environ une fois dans les années 70. Et c'est à la fois un sujet au niveau des gouvernements et un sujet au niveau des agents économiques, c'est-à-dire les ménages et
et les entreprises. Tout le monde s'est endetté, tout le monde est beaucoup plus endetté qu'avant et tout le monde continue à s'endetter. On s'endette plutôt beaucoup pendant que tout va bien et énormément quand ça va mal, comme c'est le cas depuis quelques mois pour la crise du Covid. En France, on est passé de 20% de la dette dans les années 70 à 115% fin 2018. Moi, on me disait quand j'avais 10 ans que je paierais la dette et que j'étais la pauvre victime de tout ça. En fait, non, visiblement, pas tout à fait, puisque ce sont maintenant mes enfants qui vont payer la dette et vraisemblablement, comme on va le voir avec le mécanisme actuel de création monétaire, ce seront les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants qui paieront la dette, puisqu'on a une sorte de schéma de Ponzi en quelque sorte, ou de cavalerie qu'on pousse vers l'avant. Alors, l'une des choses qu'on disait aussi dans les années 70, c'est plus on va s'endetter, plus ça va être cher de s'endetter, puisque le risque souverain augmente, puisque le risque de défaut augmente, eh bien, les taux d'intérêt vont monter et ça va être une limitation naturelle de la charge de la dette. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Là, vous avez les taux d'intérêt auxquels la Banque de France s'endette depuis 10 ans et vous voyez qu'au lieu d'augmenter, ils ont complètement diminué. Et ils ont diminué de façon permanente. Là encore, quelle que soit la conjoncture, alors ça bouge un peu, ça remonte un peu quand la conjoncture est bonne et ça descend plus vite quand la conjoncture est mauvaise, mais grosso modo, la pente, c'est 1/4 de point tous les ans, c'est absolument considérable. On est passé de 8 à 10% de taux d'intérêt jusqu'à aujourd'hui des taux d'intérêt nuls, voire négatifs. Donc on a cette espèce de paradoxe incroyable où on s'endette de plus en plus et pourtant la dette est de moins en moins chère. Alors évidemment, comme elle est de moins chère, forcément ça pousse l'endettement. Et donc on est dans ce cercle vicieux d'endettement. Alors, il n'y a pas que la dette de l'État qui est moins chère. Toutes les dettes sont moins chères. Ce sont les taux, divers taux de référence et l'inflation qui sont là. Et vous voyez que tout ça a baissé. Alors, si on prend maintenant une perspective un peu historique, vous vous apercevez qu'on est en fait dans un niveau de dette qui est assez comparable à celui d'une après-guerre mondiale. Voilà, vous avez après la Première Guerre mondiale, on était à 80% du PIB ou 90% du PIB. Après la deuxième, on était à 160. La crise, c'était 140. Et là, on est à 115. Donc, après 10 ans de croissance et 2 mois de Covid, on est à peu près comme si on avait financé une guerre mondiale, une assez bonne guerre mondiale, ce qui est quand même assez impressionnant. Et en fait, voilà, vous retrouvez cette tendance depuis les années 70 d'augmentation de la dette. Alors, on va se poser la question de dire finalement, comment est-ce qu'ils ont résolu le problème? On voit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont quand même très fortement réduit la dette. Ils ont trouvé la solution. C'est absolument super. Donc, on va regarder ce qu'ils ont fait pour réduire la dette. Et comment ils ont fait pour la rembourser? La réponse est très simple. En fait, ils ne l'ont pas remboursée. Et là, vous avez un petit schéma qui vous dit ce qui s'est passé, ce qui vous décrit un peu ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de… Alors, une guerre, c'est très inflationniste, ça fait monter les prix. Vous avez besoin de beaucoup d'argent pour la financer et donc il y a eu plein de façons dont l'argent a été utilisé. On a inventé l'impôt sur le revenu en 1914, on a levé des taxes, on a emprunté auprès des Américains et on a emprunté auprès des ménages et on leur a emprunté leur or en disant on va vous le rendre. Et en fait, on s'est aperçu en 1928, Poincaré était président, que en fait, c'était pas possible de rendre l'or aux gens. Donc, il a fait ce qu'on a appelé la dévaluation Poincaré. Il a annulé en réalité 80% de la dette. Il a dit en fait, auparavant, avant la guerre, une pièce de 20 francs, ça pesait 6 grammes d'or. On avait suspendu les talons or pendant la guerre pour financer la guerre. Et ben, on va rétablir les talons or, mais on va dire que les 6 grammes d'or où il y a marqué 20 francs dessus, il y aura marqué 100 francs sur la pièce. Et donc, si vous m'aviez prêté, vous, paysans français, vos économies sous votre matelas qui étaient de 5 pièces de 20 francs, je vous rends une pièce de 100 francs qui est du même poids que l'une des pièces que vous m'avez données. Alors, évidemment, les épargnants n'ont pas trouvé ça très sympa. Ils ont trouvé qu'ils s'étaient fait un peu avoir. Et effectivement, la réalité, c'est que 80% de la dette qui avait été empruntée auprès des Français, de cette façon-là, n'a pas été remboursée. La courbe bleue que vous voyez là, c'est la courbe des prix. Vous voyez d'ailleurs très bien qu'elle traduit une équation qui est très connue des économistes de la monnaie, qui est que finalement, le niveau des prix est proportionnel à la quantité de monnaie. Et si vous avez 5 fois plus de monnaie, puisque vous avez 5 fois plus de francs pour la même quantité d'or, vous avez des prix 5 fois plus élevés. C'est ce qu'on retrouve sur ce graphe. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça en 1928, Poincaré? Parce que les Anglais avaient fait le contraire 3 ans plus tôt. Et notamment Churchill, qui était à l'époque chancelier d'échiquier, donc ministre des Finances, avait décidé de maintenir la parité de la livre et de revenir en fait à la parité de la livre d'avant-guerre sous les conseils avisés de Montagu Norman, qui est la photo de gauche, qui est le président de la Banque d'Angleterre, et qui lui avait dit, pour des raisons de prestige, de stabilité, etc., il faut revenir à la parité d'avant-guerre. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a forcé les prix qui avaient monté à redescendre à la baisse en redéfinissant la livre britannique à la valeur de 7,3 grammes. Et ça a été une catastrophe économique dramatique. D'abord parce que si vous faites baisser les prix, vous faites aussi baisser les salaires.
Et donc, il a fallu expliquer aux travailleurs anglais, notamment aux mineurs, qui sortaient d'une période de guerre et d'une période difficile avec encore pas mal de privations, qu'en plus, on allait baisser leur salaire. Ça lui a valu 6 mois de grève assez violente qui s'est traduite à la fin, la victoire de Churchill et la baisse des salaires. Et ça a surtout déclenché une crise économique majeure en Angleterre qui a duré jusqu'au début de la crise suivante en 1929. Donc, ça a été une très mauvaise décision économique. Churchill la qualifie lui-même de la pire décision de sa vie. Et donc, finalement, Poincaré s'est dit, on va faire autrement, on va planter les créanciers plutôt que de planter l'économie. En gros, c'est ça. Et la méthode, finalement, a fait florès. On a fait la même chose, notamment après la guerre. Vous avez vu qu'on est passé en 10 ans de 160% de dette à 40%. Ce n'est pas très compliqué. En France, on a dévalué en 44 de 13%, en 45 de 60%, en 48 de 80% et en 49 de 23%. Donc, on a divisé la valeur de la monnaie par 20 en 5 ans. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup d'inflation. À l'époque, il y avait 50% d'inflation annuelle. Ce n'est pas encore de l'hyperinflation, puisque l'hyperinflation est définie par 50% par mois. Donc, c'est beaucoup plus fort que ça. Mais il y a eu quand même une très forte inflation après la guerre. Et c'est cette inflation-là qui a permis en fait, on a ratissé en gros tous ceux qui avaient prêté en francs à l'État français. Et ça a permis de repartir sur des basses scènes. Donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, la bonne manière de rembourser la dette historiquement, c'est de ne pas la rembourser. Et en fait, finalement, de la rembourser avec l'inflation. Ce que Keynes résume par cette phrase que je vous traduis, qui est en gros, il y a un processus continu d'inflation qui permet au gouvernement de confisquer de façon secrète et invisible une part importante de la richesse de leurs citoyens. Alors, en la confisquant, il la redistribue aussi, c'est-à-dire que ce processus appauvrit certains et en enrichit d'autres, qu'il appauvrit notamment ceux qui ont prêté et il enrichit ceux qui ont emprunté. Et il cite Lénine, alors on ne sait pas très bien si Lénine a dit ça, mais enfin il dit qu'il n'y a pas de moyen plus subtil et plus certain de détruire la base de la société que de débaucher la monnaie ou de détruire la monnaie. Ce sont des mots très forts, mais ce sont des mots qui sont assez justes, vous allez voir. Et en plus, le gros avantage de ça, c'est que c'est une sorte d'impôt invisible, si vous voulez, et que pas une personne sur 1 million ne peut diagnostiquer, donc qui permet de faire ça de façon extrêmement discrète. Alors la question se pose, est-ce que l'inflation va nous sauver? Premier indice, si c'est ça qui nous sauve, là on est là. Donc premier indice, on est mal parti. Deuxième indice, ça ce sont les résultats de la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne a une cible de 2% d'inflation qu'elle n'a pas atteinte depuis 2009. Donc en fait, la BCE n'arrive pas à atteindre ces 2%, 2 pauvres pourcents d'inflation depuis 2009, malgré les efforts indiscutables qu'elle a mis dans l'atteinte de ces résultats. Et autre mauvaise nouvelle, elle n'a jamais très bien réussi à comprendre ce qui se passait parce que les prévisions d'inflation que vous voyez ici, c'est un graphe de l'Institut Bruegel, les prévisions d'inflation sont toujours très supérieures à la réalité, c'est-à-dire qu'elles prévoient ce que les économistes appellent les crosses du hockey, donc demain ça va croître et en fait en réalité l'inflation reste désespérément basse. Ce que Mervyn King, ancien président de la Banque d'Angleterre, résume en disant les banques centrales ont tout donné pour relancer leurs économies et malgré cela les résultats sont décevants, on n'arrive pas à faire repartir l'inflation. Alors pourquoi? Daniel Tarullo, qui est l'un des gouverneurs de la Fed, décrit ça en disant « Nous n'avons pas aujourd'hui de théorie économique de l'inflation qui marche suffisamment pour bien servir à conduire une politique monétaire en temps réel. » Donc ça, c'est quand même un peu inquiétant. C'est donc un patron de la Fed, de la Banque fédérale américaine, l'un des administrateurs, qui dit en fait, dans un article que vous voyez ici, qui est cité ici dans Brookings, qui s'appelle « Monetary Policy Without a Working Theory of Inflation », en gros, on ne sait pas très bien pourquoi les avions volent et on est quand même le pilote. Donc, ce n'est pas très, très rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de faire? Moi, je leur suggérerais bien d'embaucher quelqu'un qui a l'air d'avoir compris ce qui se passait, mais le problème, c'est qu'il est mort depuis longtemps, puisqu'il s'appelle David Hume. David Hume, c'est un philosophe écossais des Lumières et il fait ce constat absolument génial qui est de dire si la quantité de monnaie n'augmente pas dans la nation, chaque chose doit être moins onéreuse au temps de l'industrie et du raffinement que dans les époques rudes et incultes. Et il fait la remarque que finalement, le progrès technique fait baisser les prix. Alors, vous en êtes tous témoins et d'ailleurs acteurs, parce qu'il y en a certainement parmi vous qui ont été acheteurs et donc leurs objectifs annuels sont ou ont été de baisser les prix d'achat de 1 à 2% et pas de les monter. Ceux qui ont été ingénieurs ou directeurs d'usine savent très bien qu'ils doivent faire des produits plutôt moins chers, des process plutôt moins onéreux. Ceux qui sont directeurs financiers savent qu'ils valident des investissements, des capex et qui permettent de produire moins cher. Et puis les vendeurs, ils sont censés essayer de faire monter les prix, sauf qu'en réalité, ils passent la plupart de leur temps à appeler leur chef en disant le concurrent est moins cher parce que lui aussi, il a des acheteurs et des directeurs financiers qui font baisser les prix et donc il faut que tu me laisses baisser mes prix. Donc en fait, toute l'économie est une grande machine à baisser les prix depuis qu'elle a inventé le progrès technique.
Et donc, c'est ce que David Hume avait anticipé. Et quand David Hume prévoit de l'inflation, apparemment, ça marche plutôt bien. Puisque là, vous avez l'inflation en Angleterre au 19e siècle. Et en fait, en dehors des périodes de guerre qui sont inflationnistes, puisque la guerre, ça sert à détruire les moyens de production, donc forcément, ça fait monter les prix. Tous les prix baissent en dehors des périodes de guerre. Là, vous avez en rouge l'Angleterre. Donc, ça a monté sous la guerre napoléonienne. Puis ça a baissé ensuite progressivement. Les prix ont été divisés par deux pendant le 19e siècle, à l'époque de l'étalon or. Et les prix aux États-Unis ont augmenté également pendant la guerre napoléonienne et la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis entre 1812 et 1815. Ils ont baissé ensuite. Ils ont remonté pendant la guerre de sécession et ils ont rebaissé ensuite. Donc Hume a raison. Effectivement, si vous n'avez pas de création monétaire, les prix en phase de progrès technologique baissent. C'est d'ailleurs ce que confirme Joseph Schumpeter. À long terme, les prix ne manquent pas de s'adapter au progrès technologique. Ils les fait souvent baisser de manière spectaculaire, à moins d'en être empêchés par des événements monétaires ou politiques. Autrement dit, la monnaie peut nous empêcher de voir ça. C'est ce que Jean-Baptiste Say appelait le voile de la monnaie. Donc, ce n'est pas toujours facile de voir quand il y a de la création monétaire. Jean Fourastier, qui est un économiste français que j'aime beaucoup, a énormément travaillé sur ce sujet-là. Il a montré, par exemple, que le prix d'un kilo de blé est passé de environ 6 heures de travail, puisque c'est la meilleure façon d'exprimer les prix au cours des siècles, c'est d'exprimer en temps de travail que vous avez besoin de fournir pour acheter le produit en question. Il a baissé d'environ 4 à 6 heures sous Louis XV. Il fallait que vous travailliez 4 à 6 heures sous Louis XV pour acheter un kilo de blé, à moins d'1 minute aujourd'hui. Et cette baisse que je représente sur une échelle linéaire et sur une échelle logarithmique de l'autre côté, on voit ici en fait qu'elle semble se tasser à partir de 1950. En fait, elle s'accélère si vous prenez une échelle logarithmique pour la montrer. Et en fait, vous avez une baisse de 1% par an quand le progrès technique est assez modéré, et vous avez une baisse beaucoup plus forte quand le progrès technique est fort, c'est-à-dire à partir du moment où apparaissent le tracteur, la moissonneuse-batteuse. Vous avez finalement une destruction d'emplois massive. Erwan va vous le confirmer, la machine a tendance à remplacer l'homme, mais l'avantage de ça, c'est que vous payez votre kilo de blé moins d'1 minute de travail plutôt que 6 heures, ce qui fait que vous pouvez en acheter plus et surtout, vous pouvez acheter d'autres choses. Un autre exemple que j'aime bien, qui est sur le pétrole. Alors, on se dit, mais le pétrole se raréfie, le pétrole a toutes les raisons de devenir plus cher. Et c'est vrai, le pétrole a toutes les raisons de devenir plus cher. Et à une époque, il était à 2 $ le baril en 1970, ce qui paraît vraiment pas cher. Effectivement, il était vendu dans les stations essence à 1,10 franc le litre. Alors, ça fait 15 centimes aujourd'hui. On se dit, alors, c'était la grande époque, c'était quand même beaucoup moins cher. Sauf que le SMIC était à 3,50 francs de l'heure. Et donc, avec un SMIC à 3,50 francs de l'heure pour une essence à 1,10 franc, vous avez besoin de travailler environ 20 minutes pour acheter un litre d'essence. Aujourd'hui, tout a augmenté. 70 $ le baril, oui, ça est beaucoup plus qu'avant. 1,50 € le litre, c'est beaucoup plus qu'avant. Mais le salaire ayant encore plus augmenté que tout ça, il est à 9,88 € si on rajoute la prime pour l'activité. Vous avez en gros 10 minutes de travail qui vous permettent de payer un litre d'essence. Et donc, en fait, le prix de l'essence a été divisé par 2 entre 1970 et 2018. Ça ne se voit pas du tout dans les chiffres, en tout cas dans les prix normatifs, dans les prix exprimés en euros ou en francs. Mais en prix réel, c'est bien une baisse de prix considérable qui a été faite, sachant qu'en plus, c'est de l'essence sans plomb qui est beaucoup moins polluante et qu'en plus, les moteurs étant plus performants, vous allez plus loin avec un litre d'essence. Donc, le pouvoir d'achat, en réalité, en termes de déplacement, a augmenté grâce au progrès technique. Ce que Fourastier résume en disant, à long terme, c'est le progrès technique qui joue le rôle prépondérant dans la plupart des mouvements de prix, beaucoup plus que la globalisation, beaucoup plus qu'autre chose, et donc avec des gains qui sont de l'ordre de 200, 1000, voire jusqu'au-delà de 10 000%. Alors, on pourrait se dire, c'est quand même incroyable, mais finalement, est-ce que ça ne va pas s'arrêter? Est-ce qu'il n'y a pas une limite au progrès technique? Est-ce que ça ne va pas ralentir au bout d'un moment? Alors, je vous donne un petit exemple pour vous donner un peu une idée de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Sur la photo de gauche, vous voyez un grand ordinateur qui a été monté par le gouvernement américain pour faire du calcul de réaction nucléaire en 1996. Il fait 160 mètres carrés au sol. Il a coûté 55 milliards et il est le premier ordinateur d'une puissance supérieure à 1 teraflop, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde. Et les Japonais, 10 ans plus tard, vont lancer également un ordinateur concurrent qui fait également 1 teraflop de puissance. Ça s'appelle la PS3 et c'est en vente 500 $ dans la grande surface. Les deux photos vous montrent un ordinateur de la même puissance à 10 ans d'écart. Ça vous donne une idée de la vitesse absolument hallucinante du progrès technologique et de la baisse des prix du progrès technologique. La même puissance du calcul, en 10 ans, elle est passée de 55 millions à 500 $. Et en fait, vous avez quelques baisses de prix que je vous montre ici qui montrent en fait que les nouvelles technologies sont ultra déflationnistes. Elles font des baisses de prix annuelles de l'ordre de 20, 30, voire 40%, alors que les baisses historiques que Fourastier avait démontrées étaient plutôt de l'ordre de 2 à 3 à 4%.
Et 2, 3, 4%, ça fait quand même divisé par 400 en 3 siècles. Donc on est sur des baisses de prix qui étaient fortes, mais qui deviennent d'une puissance incroyable. Et donc, vous avez en fait, en réalité, toute l'interprétation que je fais de ces chiffres-là, c'est que la Banque centrale se bat en fait contre une déflation structurelle, contre une économie qui fait naturellement, et j'allais dire pour notre bien à tous en tant que consommateurs, l'économie fait baisser les prix. Et en fait, la Banque centrale, avec ses outils habituels, n'arrive pas à contrôler cette baisse des prix. Elle a beau émettre de la dette dans tous les sens, elle a beau émettre de la monnaie, n'arrive pas à tenir l'inflation. Alors, qu'est-ce qui va se passer post-Covid? On a eu un débat très intéressant avec Pierre Robert de l'Institut Sapiens sur le sujet. Il pense plutôt que l'inflation va revenir. Moi, je pense plutôt qu'elle ne va pas revenir. L'argument, c'est plutôt que côté offre, on a une offre qui est reconstituée maintenant puisque les chaînes logistiques sont reconstruites après le Covid. Il y aura peut-être des épisodes de confinement, mais on a quand même l'impression que la partie sanitaire est plutôt derrière nous. On verra bien, mais voilà. Il y a également beaucoup de substitution du physique par le numérique. On fait ses courses à distance, la médecine à distance, paiement, télétravail, tout ça, ça a beaucoup progressé pendant le confinement. Donc, en fait, ça, c'est plutôt déflationniste puisqu'on remplace des flux physiques par des flux numériques. Il y aura des gains de productivité considérables. Je pense que les prochains mois vont être très durs en termes de plans sociaux, c'est à peu près clair. Et donc, il y aura des réductions d'effectifs. Les entreprises vont plutôt faire baisser les coûts. Il y a de la désintermédiation. Par exemple, il y a des grossistes, des grossistes de Rungis qui ont vendu directement à des clients pendant la crise. Est-ce que ça va demeurer? Bon, en fait, il y a pas mal de facteurs déflationnistes. Et du côté de demande, on est plutôt vraisemblablement sur une demande en diminution, à mon avis, puisqu'il y a une augmentation du chômage, le risque d'une épargne de précaution, une tendance de fonds beaucoup plus forte, qui est une tendance à une consommation modérée, voire une déconsommation. Donc tout ça prévoit plutôt une baisse des prix. Les anticipations d'inflation de la BCE sont très basses. Elles prévoient 0,3, 0,8 et 1,3 dans les 3 années qui viennent. Et à mon avis, elles sont trop optimistes. Je pense qu'on sera plutôt en déflation ou très proche de la déflation à la fin de l'année. En tout cas, c'est mon pari. On verra ce qui se passe, mais je pense on va flirter avec la déflation au minimum. Alors, que faire? Si je résume un peu la façon dont on l'aborde aujourd'hui, résumer les épisodes précédents, pour réduire la dette, il faut relancer l'inflation. Comme elle ne repartira pas toute seule, il faut créer de la monnaie. Et la monnaie, comme on la crée avec la dette, il faut donc créer de la dette. Et donc, vous avez l'équation un petit peu paradoxale, qui est que pour réduire la dette, il faut créer de la dette. Donc là, on est dans un cercle vicieux qui semble assez mal parti. Il va falloir donc trouver une solution. Et la solution que je propose, elle est là, elle est autour de la création d'argent. La question, c'est est-ce qu'on peut arriver à créer de la monnaie sans créer de dette? Alors, les économistes disent oui, on peut tout à fait créer de la monnaie sans créer de dette, puisque l'expansion du crédit, elle semble très sobre, très respectable que la création brutale d'argent frais, c'est-à-dire de dire je crée de l'argent et je le donne aux gens. Mais en fait, elle a des conséquences beaucoup plus graves pour le système économique, conséquences que la plupart des gens jugeraient particulièrement indésirables. Alors, les conséquences aujourd'hui de la création massive de la dette par la Banque centrale, c'est évidemment l'augmentation de la dette, puisqu'on a baissé les taux d'intérêt pour faciliter la création de la monnaie, et donc la dette a beaucoup augmenté, mais c'est aussi la hausse du prix des actifs, entreprises et immobiliers. Vous avez par exemple ici, pendant la phase de création monétaire entre 2014 et 2017, donc le quantitative easing, on a augmenté la masse monétaire de 16%, donc on a augmenté la dette. Les valeurs des entreprises ont augmenté de 15%, celles de l'immobilier de 9%, celles des prix à la consommation de 3%. Donc la création monétaire, elle fait augmenter les prix des actifs et non pas les prix qu'on veut réguler, qui sont les prix de la consommation courante. Et la conséquence de ça, c'est que vous avez tendance à creuser les inégalités, c'est-à-dire que ceux qui possèdent ont des actions ou des immeubles qui valent plus, et ceux qui possèdent de l'argent. Et puis, bien évidemment, on prépare la prochaine. Ceux qui ont de l'argent, en fait, perdent de l'argent. Et en réalité, on se dirait, finalement, ce sont les débiteurs, enfin ceux qui ont de la dette, qui ont emprunté, qui sont bénéficiaires de ça, et ceux qui ont de l'argent, qui ont un peu d'argent en liquide, qui sont les perdants. Et paradoxalement, ce sont plutôt les riches qui ont de la dette. En fait, ça, c'est le patrimoine des Français sur des déciles de 1 à 10. La ligne bleue, c'est la ligne de ce que j'ai appelé le patrimoine liquide net, c'est-à-dire est-ce que c'est la différence entre vos avoirs financiers et vos dettes. Et en réalité, ceux qui ont le plus de cash, entre guillemets, ce sont plutôt les pauvres. Enfin, les pauvres, en tout cas, les déciles de 2 à 5. Donc, les gens plutôt modestes, qui n'ont pas de dette, qui n'ont pas encore acheté de maison, et donc, finalement, qui ont un peu d'économie sur leur compte en banque, et donc qui ont de l'argent qui va être déprécié par la création monétaire. Et inversement, les gens qui sont plutôt aisés, c'est ceux qui ont emprunté, soit pour acheter des maisons, soit pour acheter des actions qui elles-mêmes portent de la dette.
Et donc, en fait, le net fait que vous avez en fait, vous avez plus de dettes si vous êtes riche. On ne prête qu'aux riches. Et donc, les gens qui sont finalement bénéficiaires de la création monétaire sont plutôt les gens aisés. Donc, ça, c'est les conséquences négatives que décrivait Murray Rothbard. Effectivement, c'est plutôt c'est un vrai danger pour le corps social. C'est ce que disait Keynes aussi. On redistribue de l'argent. On en redistribue plutôt en faveur des plus riches. La bonne nouvelle, c'est que Friedman nous dit finalement, la création de monnaie aujourd'hui, elle est liée aux activités de prêt et d'investissement. Et les variations de la quantité de monnaie se produisent sur les marchés du crédit, mais il n'y a pas de lien nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait créer de la monnaie sans créer de dette. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Pour créer de la monnaie, vous avez deux solutions. Soit vous la prêtez. Et là, le problème, c'est qu'elle revient. C'est-à-dire qu'elle est détruite. Quand vous créez de la monnaie et vous la prêtez à quelqu'un, quand vous prenez un prêt auprès de votre banque de 100 000 euros, et bien, la banque va créer 100 000 euros et vous allez détruire la monnaie au fur et à mesure que vous remboursez votre prêt. Donc, c'est de la monnaie temporaire qui est détruite. Et comme on a toujours besoin de plus de monnaie, ça ne marche pas. Et donc, la seule autre solution, c'est qu'on la donne. Ça paraît complètement baroque, mais c'est objectivement la seule solution qui semble raisonnable dans les circonstances, dans le système actuel. Donc, la question, c'est à qui ? Et la première option, c'est de la donner à l'État en disant finalement, on va effacer une partie de la dette de l'État, on va donner de l'argent à l'État. Et ça, c'est bon. On peut regarder la dette de l'État. Aujourd'hui, en France, la dette de l'État, c'est 2 000 milliards. Il y en a 82 qui sont détenus par des agents privés, c'est-à-dire vous et moi, les détenteurs de livrets d'assurance vie, les compagnies d'assurance, les banques, etc. Donc, si vous annulez la dette auprès d'eux, c'est-à-dire si vous faites exactement ce qu'on a fait en 1928 ou en 1945, vous les spoliez et donc vous leur piquez leur argent, ce qui est quand même pas très sympa. Et ce n'est pas très bon non plus pour la crédibilité ensuite de l'emprunteur. Mais vous avez ces 18% qui appartiennent à la Banque centrale. Et là, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si on annule la dette qui appartient à la Banque centrale ? La Banque centrale est intervenue sur les marchés récemment pour racheter des titres de dette pour faciliter la création monétaire. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'assouplissement quantitatif. Et donc, elle détient aujourd'hui plus de 2 000 milliards au total en Europe de dettes d'État, dont 400 milliards de dettes françaises. Et c'est ce que proposent certains économistes. Et là, c'est un article du Monde il y a quelques semaines qui disait finalement, on n'a qu'à annuler les créances détenues par la Banque centrale européenne, puisque finalement, comme son passif n'est pas exigible, c'est-à-dire que personne ne va aller demander à la Banque centrale européenne de le rembourser, puisque précisément la Banque centrale européenne, elle finance sa dette par la monnaie, elle crée de la monnaie. Finalement, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est un système qui est très tentant. Parce qu'on pourrait dire, la BCE a 2 000 milliards d'euros de dette souveraine. Si elle les annulait à due proportion de la participation des États au capital, donc de manière équitable, on va dire, entre les différents États, ça baisserait de 20% le ratio de dette sur PIB. Donc, nous, on passerait de 115 à 95. Alors, 95, c'est encore élevé, mais enfin, c'est quand même beaucoup mieux que 115. Pour l'Italie, ce serait probablement beaucoup plus facile de se refinancer. Donc, on facilite les politiques budgétaires. Et puis, on ne favorise pas les États laxistes au détriment des États vertueux, puisque finalement, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, ça bénéficie bien aussi aux Allemands ou aux Hollandais. Il y a pas mal d'objections assez classiques qui sont faites à ça, mais qui peuvent être assez bien traitées. La première objection, c'est que ce n'est pas autorisé par le traité de Lisbonne, qui interdit à la Banque centrale de financer les gouvernements. Enfin, un traité, ça peut se modifier. Ça avait déjà été fait lors de la crise grecque en 2012, donc ça pourrait être jouable. La deuxième objection, c'est que les États ne récupéreraient plus les dividendes de la BCE. Alors, la BCE, effectivement, fait des gains, donc elle paie les dividendes. Alors, il était de 6 milliards en 2020, mais enfin, si c'est 400 milliards d'annulation de dette, si ça nous coûte 6 milliards de dividendes pour annuler 400 milliards d'annulation de dette, c'est pas mal, hein, c'est plutôt une bonne affaire. La BCE ferait des pertes et serait en capitaux propres négatifs. Alors ça, effectivement, toute entreprise en capitaux propres négatifs, c'est une entreprise qui normalement ne peut plus tourner. Sauf que le rôle de la BCE, c'est d'imprimer de l'argent. Et en réalité, il y a plusieurs études de la Banque centrale européenne, de la Banque des règlements internationaux qui montrent qu'une banque centrale peut parfaitement tourner en capitaux propres négatifs. Elle ne peut pas faire défaut. Et les États n'ont pas d'obligation de recapitalisation. C'est-à-dire que si les capitaux propres sont négatifs, les États ne sont pas obligés d'aller remettre au pot pour ramener les capitaux propres à zéro. Et puis, on dit, oui, mais l'inflation repartirait fortement. Alors, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, pour être tout à fait honnête. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Mais surtout, et c'est même peut-être ça la limite de l'action, c'est qu'en fait, ce n'est probablement pas. Car la masse monétaire en circulation ne serait pas modifiée puisque c'est en fait un jeu d'écriture sur un bilan et ça ne modifie pas vraiment l'argent qui est dans l'économie. On enlève en fait simplement de l'argent qui est au bilan de la Banque centrale et ça a peu de chances de vraiment toucher la masse monétaire circulante. Et si par hasard ça la touche, c'est plutôt inflationniste. Donc, c'est un peu ce qu'on cherche à faire.
Donc, c'est une solution qui, à court terme, faciliterait le refinancement des États, mais qui ne règle pas, en revanche, le problème de fond, c'est-à-dire qu'on continue à créer de la monnaie par la dette et on continue à faire monter les bilans. Moi, je pense que c'est une solution qui sera très, très clairement envisagée d'ici 6 mois. Je pense qu'elle est, à mon avis, assez vraisemblable. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est parfaitement possible. Voilà. Maintenant, le problème, c'est pas tellement un problème d'efficacité, à mon avis, c'est plutôt un problème de liberté, parce que vous avez l'État qui se retrouve au centre du jeu. Il distribue les subventions de manière discrétionnaire en disant bah, tiens, je vais donner à telle entreprise plutôt qu'à telle autre, à tel ménage plutôt qu'à tel autre, avec telle décision. Et se refinance ensuite auprès de la BCE par des emprunts annulés. Donc j'emprunte, mais la BCE ensuite efface ma dette. Donc c'est assez tranquille. Et donc vous avez un État qui se retrouve complètement au centre du jeu et qui se retrouve avec un rôle absolument considérable, dont finalement de facto la planche à billets. Donc, vous redonnez la planche à billets à l'État, qu'il avait jusqu'aux années 90, jusqu'à l'indépendance de la Banque centrale. Et donc, moi, ça me paraît une solution qui peut être éventuellement une solution d'urgence en cas de besoin, pourquoi pas, mais qui à terme est une solution qui peut être extrêmement néfaste et en tout cas très liberticide, puisque finalement, on remet l'État au centre du jeu et avec le pouvoir considérable de créer de l'argent. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas le donner plutôt aux citoyens ? Le schéma, c'est de dire plutôt que de faire ce schéma qui transite par l'État, on pourrait dire je passe directement au ménage, la Banque centrale donne directement de l'argent au ménage, qui ensuite va le consommer dans les entreprises. Et donc là, vous avez quelque chose qui est tout à fait indépendant de l'État. Vous laissez les agents économiques arbitrer librement leur choix, c'est-à-dire que vous n'avez pas de soutien à des entreprises qui seraient entreprises zombies, qui n'auraient pas de raison économique de vivre, puisque finalement les entreprises vivent grâce à leurs clients, ce qui est plutôt une bonne chose. Et vous avez un système qui est extrêmement neutre, tout à fait indépendant de tout choix politique et de toute contrainte d'influence politique. Donc finalement, ma foi, ça pourrait être une idée intéressante. Et donc, c'est le dispositif que j'ai décrit dans la note qu'a évoqué Olivier en début de réunion, qui est le dividende monétaire. Alors, comment ça marche ? Écoutez, l'idée, c'est la suivante. La Banque centrale estime tous les mois la quantité de monnaie à injecter dans chaque pays pour atteindre sa cible d'inflation de 2%. Donc, on dit, voilà, on veut avoir une inflation à 2%. On estime qu'il faut injecter, mettons, 20 milliards en France. Bon, on prend ces 20 milliards, on va les diviser de façon égale entre tous les citoyens. Donc, ça va faire, là en l'occurrence, sur l'exemple de 20 milliards, qui est probablement un gros exemple, mais ça ferait 300 € par personne sur ce mois-ci. On distribue ces 300 € aux différents citoyens de la zone et ces citoyens les dépensent dans l'économie, ce qui a tendance à pousser les prix à la hausse. Et puis, chaque mois, on ajuste le montant. C'est-à-dire que si l'inflation monte, si on n'est pas à 0,3% d'inflation, mais à 1,5%, on va commencer à baisser de façon assez significative le montant. On va continuer à injecter de l'argent, mais on va en injecter de moins en moins. Et un peu comme un thermostat règle une température, vous avez la BCE qui est finalement le thermostat du niveau des prix et qui utilise l'injection monétaire directe qu'elle distribue aux citoyens. Donc ça, en théorie, ça marche plutôt bien. Le deuxième énorme avantage de ce système-là, c'est que vous avez un autre dispositif que la création de dette pour créer de la monnaie. Et ça veut dire que vous libérez la dette. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui, la dette, son vrai rôle, qui est un rôle essentiel dans l'économie, qui est de financer l'économie, son rôle est perverti par des niveaux de marché et par des prix qui sont complètement délirants. Les taux d'intérêt négatifs, c'est très dangereux pour les banques, c'est très instabilisant. Et donc là, l'idée, c'est de dire… du coup, comme les taux d'intérêt peuvent être choisis, c'est-à-dire que la BCE, plutôt que de décider ou de subir la crise et de dire finalement les taux d'intérêt sont à -1, elle va pouvoir les augmenter progressivement. Quand elle les augmente, ça crée des pressions à la baisse sur les prix, mais elle les compense en augmentant le montant des dividendes monétaires. Donc, elle a cette espèce de balancier qui est le dividende monétaire qui permet de stabiliser le niveau des prix. Et donc, du coup, progressivement, vous augmentez les taux d'intérêt et vous pouvez donc commencer à diminuer l'émission de la dette. Vous pouvez commencer à avoir un remboursement qui est supérieur à l'émission de la dette et vous pouvez progressivement dégonfler la charge de la dette en compensant de plus en plus, en injectant de la monnaie directement dans l'économie. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas possible parce que ça ne marche pas, la monnaie ne crée pas de valeur. Et c'est vrai, la monnaie ne crée jamais de valeur. En revanche, la valeur qui est créée, c'est bien la valeur qui est créée par la baisse des prix. Et donc c'est ce que je vous avais décrit plus tôt, c'est la baisse des prix qui crée de la valeur et la monnaie ne fait que matérialiser cette valeur et la redistribuer en réalité aux citoyens. Alors, j'ai beaucoup parlé. Avant de rentrer peut-être dans le détail un peu plus concret de dispositif, je vais peut-être vous laisser réagir. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez envie d'avoir plus de précision. Merci François-Xavier. Alors, il y a plein de questions. Si tu regardes… Ouais. Alors, effectivement, il y en a tellement qu'il va falloir les mettre par ordre peut-être, essayer de
ou les grouper. Il y avait des questions plus fondamentales sur le rapport entre inflation et croissance, hein, au tout début, je crois, de Philippe d'ailleurs. Tout au début, ouais. Et sur la déflation, donc peut-être des questions théoriques et puis des questions plus précises sur le dividende. Ok. Voilà. On les prend dans l'ordre. Écoute dans l'ordre peut-être. C'est peut-être le plus simple. Comment interpréter la croissance en période de dette? Inflation faible signifie croissance faible. Alors, en fait, la croissance aujourd'hui, en fait, je vais raisonner différemment. En fait, il faut bien voir que tout part des gains de productivité. Tout part du progrès technique et tout part de ce que les entreprises vont réaliser en produisant moins cher. Et quand vous produisez moins cher, il peut se passer deux choses. Soit vous vendez plus de volume, soit vous vendez moins cher. Et en général, c'est un peu les deux. Et donc, vous avez en fait, en permanence, les gains de productivité se traduisent soit en volume additionnel et donc en croissance, soit plutôt en baisse des prix. Et là, la période actuelle est une période où il y a peu de demandes. Et donc, en fait, tous les gains de productivité qui vont être assez considérables vont se traduire de plus en plus en baisse des prix. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation entre inflation et croissance. En revanche, moi, je vois plutôt, en fait, hors création monétaire. Donc là, je parle vraiment du mécanisme microéconomique sans création monétaire. Si vous avez une croissance plus basse, a priori, vous avez une déflation plus forte. Et vous avez des prix qui baissent. C'est ce qu'on voit d'ailleurs plutôt en général. Et donc, toute la logique de la création monétaire, c'est d'essayer d'arriver à stabiliser le niveau des prix, quel que soit le niveau de croissance. Il y a une autre question qui dit pourquoi beaucoup d'économistes trouvent que la déflation est un mal. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, je suis persuadé que les économistes qui dénoncent la déflation sont aussi les premiers à aller faire les soldes quand elles ont lieu. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. En fait, la déflation d'abord, c'est très récent que la déflation soit considérée comme un mal, puisque vous aviez jusqu'à une époque très récente des prix qui montaient ou qui descendaient d'une année sur l'autre. Ce qui se passe en fait, c'est que l'un des principaux problèmes de la déflation, c'est qu'elle grippe la machine économique parce que l'inflation en fait est une sorte d'huile. Je m'explique. Si vous avez besoin de travailler beaucoup, vous êtes chef d'entreprise et vous vous dites mince, ma masse salariale est trop élevée, j'arrive plus à être rentable, il faudrait que je baisse ma masse salariale. Si vous avez un peu d'inflation, ça va vous aider à le faire. Si vous avez 3-4% d'inflation, vous allez dire à vos salariés, écoutez, cette année, oui, je sais, il y a beaucoup d'inflation, mais je vais vous augmenter que de 1 ou de 2%. Et en réalité, vous baissez les salaires de 2%. Si vous avez 0% d'inflation, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous êtes obligé, les salariés vont vous dire, en fait, augmenter mes salaires, mais vous dites, non, je ne peux pas le faire parce que je peux pas si j'augmente nos salaires, je perds en compétitivité. Et donc, l'inflation est une sorte de variable d'ajustement qui est assez pratique pour que la machine économique tourne correctement et pour gérer les salaires. Mais en réalité, ce qui crée vraiment de la valeur, c'est plutôt, en tout cas, la baisse des prix est une création de valeur pour le consommateur. Il y a une troisième question qui est ne pourrions-nous pas agir? Si vous avez des réactions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ne pourrions-nous pas agir sur la dette, sur les mécanismes monétaires, notamment en transposant le marché monétaire des bitcoins? Alors, sur les bitcoins sur le marché monétaire, alors les bitcoins, c'est un cas particulier parce que c'est une monnaie en quantité finie. Donc, j'allais dire, si la monnaie bitcoin a une valeur, si elle a une valeur, cette valeur va nécessairement augmenter. Je ne dis pas qu'elle a une valeur, mais comme le bitcoin est en quantité limitée, contrairement aux monnaies courantes, vous avez en fait comme la richesse augmente, mais que le nombre de bitcoins reste stable, la richesse qui peut être achetée par un bitcoin, si le bitcoin devient effectivement légitime comme monnaie, ce qui n'est pas sûr, normalement, cette valeur devrait augmenter. Le bitcoin ne règle pas le problème de la monnaie. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'explique en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il fallait de plus en plus de monnaie pour financer l'économie. L'économie devenant de plus en plus riche, il y a de plus en plus de richesses et donc on a besoin mécaniquement de créer de la monnaie. Or, le bitcoin, c'est une monnaie qui est une monnaie en quantité limitée, donc il ne règle pas ce problème. Nous, en fait, si on veut avoir un niveau de prix qui soit relativement stable et qui ne baisse pas parce que c'est plus facile pour gérer les salaires, il faut qu'on ait cette création monétaire constante. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on doit créer de la monnaie? Mais on a besoin, enfin, à moins de laisser les prix baisser, mais pour les salaires, c'est très compliqué parce que ça voudrait dire que vous expliqueriez à vos salariés les prix ont baissé de 4% cette année, donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, vos salaires vont baisser que de 3%, et donc vous allez gagner un point de pouvoir d'achat. Ça va faire des négociations de fin d'année qui vont être un peu difficiles. Donc il vaut mieux qu'il y ait
pas d'inflation finalement, ou une inflation à 0, ou à 1 ou à 2, comme c'est souhaité par la Banque centrale. Mais pour ça, pour faire cette espèce d'écart entre la déflation naturelle qui sera à moins 3 ou moins 4 et le niveau d'inflation souhaité qui est de 2%, vous avez besoin de créer de la monnaie. Et donc, vous avez besoin d'avoir une monnaie en euros ou en dollars pour faire le lien. Le Bitcoin ne va pas pouvoir marcher. Et rembourser la dette tout simplement en travaillant plus. Alors il va falloir travailler beaucoup plus. Ça, c'est une question plus vaste. Pour travailler plus, il faudra être sûr d'avoir un job, ce qui n'est pas évident pour tout le monde dans les mois qui viennent. Très franchement, j'entends les appels de Geoffroy Roux de Bézieux à travailler plus, mais pour certains, ça va être un peu amer puisqu'il y aura probablement des suppressions d'emplois assez considérables dans les mois qui viennent. La tendance naturelle de l'économie depuis 2 siècles, c'est de travailler moins. Et même beaucoup moins. Je vous donne une petite illustration qui est la loi sur le travail des enfants en 1841. Alors, la loi sur le travail des enfants en 1841, ça interdit le travail en dessous de 8 ans, parce qu'on n'est quand même pas des brutes. Entre 8 et 12 ans, on autorise 8 heures par jour, 6 jours par semaine, donc une semaine de 48 heures qui est quand même assez allégée, il faut quand même bien le dire. Et au-dessus de 12 ans, par contre, vous avez droit au tarif normal, c'est-à-dire 6 jours par semaine, non limité, donc 12, 13 heures, 14 heures. Voilà. Ça, c'est 1841. Évidemment, il n'y a pas d'études. Vous mourrez quasiment au travail ou alors grabataire 6 mois après avoir quitté la mine. Et donc, vous travaillez 70% de votre temps éveillé. Aujourd'hui, si vous faites le même calcul, vous trouvez un chiffre qui est de l'ordre de 12 à 14%. C'est-à-dire que sur une vie entière, nous tous, nous avons travaillé de l'ordre de 12 à 14%. Ça vous paraît complètement incroyable, mais faites le calcul, c'est exactement ça. La moitié de la population en France n'est pas active et la partie qui est active travaille environ 1400 heures par an, ce qui est rapporté au temps éveillé fait 12%. Donc en fait, on travaille de moins en moins parce que les gains de productivité se traduisent en à la fois plus de croissance, des prix plus bas et moins de travail. Et donc, moi, je ne vois pas le travail être une solution au règlement de la dette parce que la réalité, c'est qu'on va avoir besoin de moins en moins travailler. C'est ce qu'explique Erwan dans ses livres sur les robots. C'est que finalement, on est remplacé par le capital. Le travail est remplacé par le capital. Ça pose d'autres questions sur la façon dont on organise nos vies et sur le sens de nos vies. Mais en tout cas, je ne vois pas le travail comme étant une solution au règlement de la dette parce qu'on est plutôt dans une logique où on va travailler moins et on va produire plutôt. On est dans une phase d'une certaine saturation de la demande aussi sur pas mal de marchés, l'habillement, l'alimentation, etc. Honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ce qu'on consomme aujourd'hui dans les pays industrialisés et donc on peut pas dire on va travailler plus à l'infini, croître plus à l'infini et consommer plus à l'infini. Ça marche pas. Et donc on est obligé de travailler autour. Enfin, en tout cas, l'une des solutions est autour de la monnaie. Alors, pourquoi, ça c'est aussi une question intéressante, pourquoi distribuer le dividende monétaire à la population puisque l'État se finance par l'impôt prélevé sur cette même population? L'attribution de la monnaie créée à l'État ne permet-elle pas de baisser les impôts et les moyens d'incitation qui vont peser à l'économie? Absolument. Ça marche très bien. Le seul truc que ça fait, et j'avais écrit une tribune dans les Échos sur la théorie monétaire moderne qui est de dire que c'était une fausse théorie mais un vrai impôt. En fait, vous pouvez, ça marche, la mécanique que vous décrivez, c'est-à-dire on finance l'État et l'État baisse les impôts, peut fonctionner en théorie. Mais vous perdez le consentement à l'impôt. Et c'est ça que je préfère dans le mécanisme de financer directement les citoyens, c'est que finalement, ce sont les citoyens qui possèdent la richesse et pas l'État qui la récupère directement. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Monnaie, dette et liberté ». C'est que ça redonne aux citoyens son rôle primordial dans l'État, qui est de dire que je délègue à l'État une partie de mes pouvoirs. Ce n'est pas l'État qui est mon sorte de léviathan naturel qui me possède. Je délègue à l'État une partie de mes pouvoirs. C'est moi qui ai la richesse, c'est moi qui ai le contrôle. Et c'est moi qui dois vérifier comment l'État reçoit et dépense de l'argent. Donc, c'est effectivement, là, on est vraiment sur une question de fond, qui est de dire finalement, est-ce qu'on finance l'État et que l'État baisse les impôts? On pourrait effectivement imaginer qu'on finance l'État et qu'en contrepartie, par exemple, la Banque Centrale Européenne exige de l'État par exemple des budgets à l'équilibre. Mais je pense que c'est beaucoup plus vertueux de financer les citoyens et qu'ensuite, l'État se prélève à l'impôt. Je préfère un impôt qui fait un peu mal, qui est un peu désagréable, mais qui est au moins visible, plutôt que cet impôt invisible que dénoncer Keynes. Mais vous avez raison, du point de vue théorique, ça fonctionne. Alors, annuler toute une partie de la dette de l'État ne l'inciterait-il pas à continuer d'augmenter la dette à long terme pour financer les dépenses publiques en créant une jurisprudence? Absolument. C'est exactement d'ailleurs pour ça que je ne suis pas favorable à l'annulation de la dette de l'État autrement que dans une logique d'urgence et de crise. Serait-il envisageable de ne pas rembourser la dette détenue par les non-résidents afin de devenir volontairement mauvais payeur pour forcer l'État à ne pas dépenser plus ce qu'il a? Alors, l'avantage serait de contenir la dette à long terme.
on peut toujours planter les créanciers. Moi, je trouve pas ça très honnête, mais on peut toujours dire à ceux qui nous ont prêté de l'argent, non, vous n'en aurez pas. C'est assez certain que ça, comme acte, vous êtes à peu près sûr que vous avez vos taux d'intérêt qui ont augmenté, qui, là pour le coup, vont vraiment augmenter. Donc, ça va vraiment… C'est plutôt pour emprunter après, quoi, François-Xavier. C'est peut-être ça. Ah bah, c'est super dur pour emprunter après. C'est-à-dire après derrière… Le lendemain, tu reviens en disant « Ah, au fait, tu peux pas me reprêter 100 balles ?» Voilà. By the way, je vous ai pas dit, mais mon déficit budgétaire, c'est 150 milliards par an et Voilà. je les voudrais. Et là, ils vont vous dire, non, en fait, vu que tu plantes tes créanciers, je ne suis pas très chaud. Alors, vous avez expliqué que non, en fait, vous avez changé d'avis, vous êtes devenu gentil depuis hier soir. Mais non, ça se fait régulièrement. Je veux dire, l'Argentine, enfin, les dettes souveraines, les défauts souverains, c'est un grand classique et c'est toujours très, très difficile ensuite de se refinancer. Donc, c'est une situation qui est, outre le fait qu'elle n'est pas très honnête envers ceux qui vous ont prêté de l'argent et fait confiance, comme Poincaré en 28. On peut le faire, mais à mon avis, ce n'est pas du tout une bonne solution. Et en plus, ce n'est pas une solution nécessaire. Moi, je préfère a priori plutôt distribuer de l'argent aux citoyens et faciliter la consommation et faciliter le fonctionnement de l'économie plutôt que de planter les créanciers. A priori, en termes de choix, je préférerais. En revanche, derrière, on peut tout à fait imaginer que la Banque Centrale Européenne soit un peu plus exigeante sur les critères de Maastricht, parce que finalement, on n'a pas oublié, mais on a quand même des contraintes qui sont liées à l'euro, théoriquement, de 3% de déficit maximal et 60% de dette publique maximale qu'on a emplafonné depuis bien longtemps. Mais on pourrait imaginer que dans le cadre d'un deal entre la BCE et les États, la BCE dise « Ok, je vous finance directement vos citoyens, qui seront quand même assez contents et pour vous, c'est plutôt politiquement sympathique. En revanche, il y a un certain nombre de contraintes que je mets, dont l'une pourrait être effectivement l'équilibre des budgets, au moins en période de non-crise. Et ça pourrait être une façon de combiner à la fois le financement des citoyens et en même temps de pousser à la vertu budgétaire et d'éviter les dérives budgétaires qu'on a et qui sont aussi une conséquence de la dette. Si vous avez des taux d'intérêt nuls, vous pouvez difficilement reprocher à l'État de ne pas payer son emprunt cher, voire aujourd'hui, quand l'État emprunte, il est payé. Enfin, l'État aujourd'hui, quand il fait un appel au marché pour se financer, le marché le paye pour lui prêter de l'argent. On est en taux négatif. En fait, on continue comme ça, on aura une charge de la dette qui sera une recette de la dette. C'est-à-dire qu'on empruntera et plus on emprunte, plus on recevra de l'argent. Donc, on est dans un truc complètement vicieux, complètement tordu et qui va nulle part, très objectivement. Donc d'où l'intérêt de complètement changer cette logique-là. Alors, il y a une question sur la mesure de l'inflation. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas en compte le prix des actifs, en particulier l'immobilier? C'est toujours une question qui est assez souvent posée. Elle le prend de façon indirecte, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le prix du logement, mais elle ne le prend que pour ceux qui louent leur appartement. Donc, en réalité, il y a une petite partie de la mesure de l'inflation qui correspond au loyer que paie en gros le gros tiers de la population qui est locataire. Et donc, il y a une petite partie de le prix de l'inflation qui est là-dedans. Mais l'inflation telle qu'elle est mesurée, c'est effectivement l'inflation courante, c'est effectivement l'inflation de la vie, du coût de la vie. Vraisemblablement, elle devrait prendre en fait aussi le coût de l'immobilier sous forme de loyer fictif pour les non-résidents. Mais en fait, voilà, elle mesure effectivement plutôt la partie vie. Donc, vous avez vraiment et c'est relativement sain d'un point de vue économique parce que c'est vrai que ce sont deux choses assez différentes. Les prix à la consommation, donc les prix que vous percevez au quotidien et les prix des actifs sont quand même des choses assez différentes. Les actifs étant quelque chose qui dure et donc qui n'est pas soumis à cette logique de déflation technologique. Donc, par rapport à des produits de consommation qui sont renouvelés tous les ans avec des évolutions technologiques, je trouve que c'est sain d'avoir un indicateur qui mesure effectivement les prix à la consommation. Alors, vous parlez du Bitcoin, ne craignez-vous pas que les Camarias partent vers ces fameuses crypto-monnaies? J'en sais rien. L'évolution du Bitcoin, des crypto-monnaies Ethereum, c'est très, très difficile à prévoir. Soit ça marche et dans ce cas-là, un Bitcoin vaudra probablement à terme des millions d'euros, soit ça ne marche pas et ça vaudra zéro. Mais il y aura il n'y a pas de truc au milieu, ça c'est sûr. C'est une espèce de pari. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, effectivement, ce sera très. C'est un billet de loto, un Bitcoin. C'est un billet de loto. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'acheter un billet de loto par rapport au prix et par rapport à la probabilité incertaine que va vous donner le billet. Donc c'est chacun qui fait sa propre lecture de l'évolution des cryptos et de voir comment ça va aller. Et ça, très objectivement, je ne sais pas très bien ce que ça va donner. Mutualisation des dettes à l'échelle européenne, fausse bonne idée. Alors ça, alors d'abord, ça ne règle pas le problème, la mutualisation des dettes à l'échelle européenne. Donc ça, c'est une question qui est finalement, est-ce que finalement on fait un pot commun de dettes
Mais c'est toujours de la dette. C'est-à-dire que vous traitez toujours le problème par la dette et tant que vous ne sortez pas de cette logique de traitement par la dette, vous ne faites que repousser le problème. Donc vous allez mutualiser les dettes, ça va aider un peu l'Italie à emprunter, mais ça ne va pas baisser la quantité de dette, au contraire, ça va l'augmenter. Donc vous allez avoir des agents économiques endettés, donc des entreprises endettées, des ménages endettés, des États endettés et l'Europe endettée. Bon, vous n'avez rien réglé. Le deuxième problème de la mutualisation, c'est objectivement que moi, si j'étais un État vertueux, je trouverais ça un peu raide de dire il faut en plus financer les États qui le sont moins. La solidarité, c'est sympa, mais enfin, c'est toujours un peu monodirectionnel. Et l'avantage, en fait, et pour le coup, l'avantage de l'annulation d'une dette au niveau européen par rapport à la mutualisation des dettes, c'est que vous n'avez pas ce sujet-là. C'est-à-dire que vous annulez aussi bien la dette allemande que la dette des Pays-Bas, que la dette italienne, que la dette française. Donc, de ce point de vue-là, entre le schéma de l'annulation de la dette directement à la BCE et le schéma de la mutualisation, je préfère plutôt, et je trouve que c'est plus vertueux, d'avoir un schéma d'annulation de la dette, sachant que ces deux schémas sont des schémas temporaires. Ils ne règlent pas le problème de fond qui est qu'on crée de la monnaie par la dette et que comme on a besoin de créer de la monnaie, on crée de la dette en permanence. Et voilà. Alors, j'ai perdu le fil. Et justement, le but, c'est de ne pas emprunter par comment être sûr que le dividende monétaire est bien dépensé dans l'économie réelle et non épargné par le citoyen? Oui, alors absolument. Vous ne pouvez pas être sûr parce que c'est le citoyen qui décide de dépenser. Vous avez d'ailleurs remarqué que le taux d'épargne récemment avait augmenté, ce qui est plutôt un argument contre le dividende en disant mais finalement, si les gens, on leur donne de l'argent mais qu'ils l'épargnent, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais quand le taux d'épargne augmente, c'est en général les déciles 9 et 10, donc les gens les plus riches, qui sont à la source de 90-95% de l'augmentation de ce taux d'épargne. En général, les ménages modestes n'ont pas une capacité d'épargne suffisante pour épargner beaucoup. Donc, l'intérêt du dividende monétaire, c'est qu'il est distribué de façon beaucoup plus égale que les revenus de l'épargne, par définition, et donc, il a beaucoup moins de chances d'être épargné. Néanmoins, il y a probablement un peu de taux d'épargne. Alors, il y a des gens qui proposent de faire des injections sous forme de chèque, en disant on vous donne du chèque consommation, chèque alimentaire, etc. Bon, un dividende monétaire aujourd'hui, en temps normal, ce serait de l'ordre de 50 à 100 euros par mois, peut-être 150 euros ou 200 euros en période de crise. Ça reste une part des revenus qui serait relativement modeste pour un ménage. Et si moi j'ai envie d'épargner les 100 euros qu'on me donne sous forme, que me donne la Banque Centrale Européenne, soit elle me les donne sous forme de 100 euros et je les épargne directement, soit elle me donne 100 euros de chèque pour aller faire mes courses et je ferai mes courses avec le chèque et j'économiserai 100 euros que j'aurais gagné par ailleurs. Donc en réalité, moi, je suis assez contre cette logique de chèque parce qu'en fait, il y a une substitution entre vos revenus pécuniaires en euros et les chèques que vous allez retrouver par la Banque centrale. Donc finalement, je pense que ce n'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant d'avoir des dividendes. Ça veut dire que vous injectez la monnaie. Si elle est épargnée, écoutez, au pire, vous injectez plus. Voilà, c'est-à-dire que si elle est épargnée, elle ne va pas circuler. Si elle ne circule pas, elle ne va pas faire monter les prix. Si elle ne fait pas monter les prix, vous aurez toujours des prix à la baisse. Et donc, il faudra que vous augmentiez l'injection monétaire. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous donnez plus d'argent à tout le monde dans la population. Et donc, pour le corps social, c'est quand même pas forcément une mauvaise nouvelle. Tant que l'économie fonctionne, ça paraît assez étonnant de dire ça, mais tant que l'économie fonctionne, tant que vous n'avez pas d'inflation, finalement, c'est un peu dommage de se priver de cette possibilité qu'on a d'enrichir tout le monde sur un pied d'égalité et finalement de reluer les ménages, de reluer la consommation, de permettre aux gens d'avoir de l'argent à consommer dans l'économie et de faire repartir l'économie de la meilleure façon qu'il faut. C'est-à-dire que plutôt de construire des ronds-points parce que l'État a décidé qu'on allait construire des ronds-points pour relancer l'économie, vous donnez l'argent aux gens qu'ils dépensent dans l'économie. Une question sur les conséquences négatives si on décide d'éliminer la dette de la BCE. À mon avis, non. Alors, c'est un sujet de débat. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Mais à mon avis, il n'y a pratiquement aucune conséquence négative. La conséquence négative, elle est principalement comptable. C'est-à-dire que la BCE enregistre une perte de 2000 milliards, donc c'est évidemment une grosse perte, mais la comptabilité de la BCE, tout le monde s'en fiche un peu. Enfin, il n'y a pas de… Voilà, il peut y avoir un risque, alors un risque qui est avancé par certains, qui est de dire, mais du coup, si on est en fonds propres négatifs, les gens ont pu avoir confiance et donc on va créer une crise de confiance dans la monnaie. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas créer de crise de confiance dans la monnaie parce que ça, c'est en général pas une bonne idée. Mais les crises de confiance dans la monnaie, elles sont liées à quoi? Elles sont liées au fait que vous allez investir dans la monnaie et vous n'allez pas retrouver au petit. Autrement dit, que vous allez acheter de la monnaie, mais qu'elle va être dépréciée par de l'inflation. Et là, il n'y a pas le moindre doute qu'il n'y aura pas d'hyperinflation. Et en tout cas, si le mécanisme il porte en lui-même la limitation de l'inflation, c'est-à-dire qu'il porte en lui-même le fait de dire on arrête, on coupe les robinets dès que l'inflation repart, vous n'avez pas de raison de ne pas avoir confiance dans la monnaie.
Donc, ça veut dire qu'il faut probablement expliquer le dispositif assez fortement au marché financier. Il faut leur dire voilà ce qui va se passer. La conséquence bilancielle, c'est que la comptabilité de la BCE aura une drôle de tête. Éventuellement, d'ailleurs, on peut tout à fait trouver des artifices. Vous mettez une valeur à l'actif, un goodwill, etc. Ça, c'est possible. Mais voilà. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, à mon avis, qui est majeur. Selon Piketty, les taux d'intérêt doivent être inférieurs à la croissance. Qu'en pensez-vous? Alors, enfin, oui, c'est la logique de la comparaison de taux de croissance des inégalités et de la croissance. Moi, je pense qu'effectivement, on a, en fait, la croissance des inégalités. Piketty montre très bien que les inégalités baissent jusqu'aux années 70 et remontent ensuite. Et moi, je vois le point d'inflexion à l'abandon de l'État noir à Bretton Woods et au fait qu'on a commencé à financer l'économie par la dette. C'est pour moi l'une des traductions du fait que la création de dette est extrêmement inégalitaire. Je pense que si vous résolvez la question de la création monétaire en ne créant pas que de la dette, en créant de la monnaie, mais une monnaie permanente, vous décorrélez en fait, enfin, vous pouvez permettre de casser cette relation de Piketty entre la croissance et le taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt n'est plus la seule façon de rémunérer l'économie. Donc vous avez en fait toute la logique de Piketty est précisément fondée sur cette thèse de départ, enfin sur cette réalité de départ, que la monnaie est uniquement créée que la monnaie est uniquement créée par la dette. Et si vous cassez ce lien, vous n'avez plus besoin en fait vous résolvez aussi l'équation de Piketty et le problème du creusement des inégalités qu'il décrit. François-Xavier, il est 10h moins 1. Ouais. Tu sais que l'une de mes promesses, c'est qu'on essaye de s'arrêter à 10h pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Ouais. Une toute dernière question à propos d'une sorte de pseudo-dividende versé par Trump. Pour toi, c'est une forme d'expérience concrète ou alors on sait que c'est la Fed non, c'est pas la Fed, c'est le Trésor qui le verse aux États-Unis. Est-ce qu'on a déjà une sorte de bilan de ces activités, de cette action? Il paraît d'ailleurs qu'il projette de faire un autre chèque à la population. Alors, on a commencé à avoir des bilans. Ce sont des chèques qui ont été globalement assez dépensés dans l'économie. Il y en a un petit tiers, je crois, qui a été épargné, mais il y en a un tiers, je crois, qui a été dépensé quasiment dans les premiers jours dans l'économie. Je pense que ça va être effectivement renouvelé. Pour l'instant, c'est pas financé par la monnaie, c'est financé par le budget. Donc, on est encore dans un schéma, finalement, le schéma premier que j'avais décrit, c'est-à-dire la Fed finance l'État et l'État finance le chèque. Mais les premiers bilans sont plutôt positifs. Et je pense que c'est un schéma qui a été fait aux US, qui a été fait à Hong Kong, effectivement, qui a été fait en Espagne aussi. Et à mon avis, c'est le genre de schéma qui va se modifier de plus en plus. Voilà, donc, voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur le dividende monétaire, n'hésitez pas à aller télécharger la note sur l'Institut. Donc, il y a plein de choses qui sont écrites. Et puis, j'en profite pour vous annoncer également la sortie de mon livre en novembre, qui va s'appeler La crise de l'abondance et qui va parler monnaie, qui va parler environnement, qui va parler travail et qui fait la thèse que nous sommes dans une crise qui est produite par une abondance absolument incroyable que nous ne savons pas gérer. C'est notre incapacité à la gérer qui est en fait la source de cette crise. Voilà. Écoute, ça s'annonce passionnant et évidemment, tu viendras nous en parler plus souvent qu'à ton tour, François-Xavier. Ton rond de serviette est déjà là. En tout cas, nous te remercions beaucoup pour cette sorte de mini-conférence en visio-café extrêmement intéressante et stimulante. Je termine juste en disant à nos spectateurs, auditeurs, participants, n'est-ce pas, que je leur donne rendez-vous aussi le jeudi 2 juillet où nous avons un petit déjeuner en visio aussi avec Emmanuel Ducrot du journal de l'opinion que l'on connaît et Sylvain Pelletreau qui est expert chez nous et avocat sur le thème « La France dispose-t-elle d'une souveraineté alimentaire et environnementale ?» Inscription sur le site. Merci à tous et très très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.